Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune, je m'appelle Mina. Vous me regardez soit sur Instagram, soit sur YouTube. Si c'est en vertical, c'est justement parce que ça passe aussi sur Instagram. Donc veuillez m'excuser ceux qui sont sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner en dessous. Et sur Instagram, vous pouvez vous abonner aussi, mais différemment. Ça, je vous laisse faire. Aujourd'hui, on est à la deuxième étape de l'Awen Creative Challenge. Pour celles et ceux qui prendraient le train en route, c'est pas vraiment un challenge, c'est un travail sur le développement de sa créativité qu'on va faire sur un mois, sur 9 étapes. Vous trouverez les autres étapes dans la story, il suffit d'aller voir et vous serez tout de suite dirigé vers celles qui ont déjà été publiées. Cette deuxième étape, c'est faire le ménage dans son atelier mental, ce qui est assez drôle pour moi parce que je suis en train de vous parler depuis un endroit qui est tout sauf rangé. C'est mon atelier, mon autre espace sacré, celui où je fais ma peinture, celui où je passe probablement le plus de temps dans ma vie. Et il est vraiment très très bordélique. Donc la première question, c'est analyser l'encombrement. Physiquement, je peux faire très facilement l'analyse de mon encombrement, mais mentalement, c'est toujours plus dur. Donc dans cette guidance collective tutoriel, j'ai tiré le 10 de denier. Le 10 de denier, on voit que c'est un tourbillon de choses, et c'est vrai que c'est une forme d'insécurité d'avoir trop d'idées en même temps, trop à la fois, sans savoir quelle direction prendre, parce que ça prend justement un peu toutes les directions. Ça crée une vraie instabilité, et du coup, c'est un vrai défi de faire du ménage dans cette espèce de tourbillon de choses. Donc il faut réussir à l'analyser, c'est ce qu'on verra dans les deux questions qui suivent. Et pour cette même question, j'ai tiré le Caravage, maître du clair-obscur, qui avait une vie très désorganisée à l'extérieur, mais dans sa peinture, c'était un maître, et je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'aller voir le Caravage. Donc pour éviter d'être désorganisé à l'extérieur et à l'intérieur, il va falloir réussir à analyser ce que n'arrivait pas peut-être à faire toujours le Caravage, qui laissait parler sa violence à des moments, au moment justement où il était hors atelier. C'est pour ça qu'avoir un atelier bien rangé, surtout quand on se pose beaucoup de questions, c'est important. Donc, la deuxième question est logiquement, garder ce dont je suis fière. Parce que dans ce rangement, vous allez devoir trier. Et il va falloir trier avec intelligence et pas jeter des choses qui pourraient vous servir ou qui sont utiles, mais essayez de jeter toutes les choses qui vous freinent et qui ne servent strictement à rien dans votre atelier mental. Pour cette étape, j'ai tiré le 7 de coupe. Alors on voit ici ce motif égyptien vers l'élévation. Donc l'idée, c'est de ne pas être irréaliste quand on range. C'est-à-dire que tout n'est pas bon à acheter et qu'il ne faut pas tout recommencer de zéro. Il faut toujours réussir à partir d'un terreau qui existe déjà, surtout quand on est en plein questionnement sur sa créativité. Recommencer, ce serait recommencer encore un nouveau questionnement. Utilisez plutôt ce que vous avez déjà sous la main pour avancer. Recycler les bonnes choses et jeter les mauvaises choses. Pour ça, il faut que vous ayez à l'esprit ce que vous avez fait avant. Qu'est-ce qui vous a satisfait avant dans vos créations? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Qu'est-ce qui a été pour vous source de satisfaction? Toutes ces choses-là, vous pouvez les garder et c'est ce qui sera le socle de votre nouvel élan créatif. Alors que toutes les choses qu'on vous a dites de mauvais, ou des choses qui vous ont pas plu, ou des choses qui vous poursuivent et qui vous interrogent beaucoup trop, ces choses-là, vous pouvez les jeter. Peut-être qu'un jour, vous irez les récupérer dans votre poubelle, peut-être pas, mais en tout cas, débarrassez-vous de ce superflu. J'ai aussi tiré Filippo Marinetti, qu'on voit ici. C'est celui qui a écrit le manifeste du futurisme, et Marinetti a justement pas trop fait... si on devait garder quelque chose dont Marinetti peut être fier, c'est du manifeste du futurisme, qui faisait l'éloge de la technologie, de la modernité, mais beaucoup moins, par exemple, ses idées fascisantes. Il était un suiveur de Mussolini, et donc il s'est séparé, l'homme de son œuvre. Et donc, pour garder le meilleur chez Marinetti, il va falloir vraiment séparer l'homme de son œuvre.
Bon, il est mort assez jeune, en 1944, probablement d'une insuffisance cardiaque. Ça, c'était pour la petite histoire. Ensuite, la dernière question, c'est réinstaurer la circulation des idées. Pour pouvoir être créatif, il va falloir pouvoir penser de façon libre, mais de façon aussi organisée. C'est-à-dire éviter cette carte-là, où c'est le tourbillon de choses, le tourbillon d'idées, 1000 directions, 1000 envies, et plutôt aller vers cette carte-là qui est la tempérance. Alors je crois que la tempérance, on va la tirer très souvent dans ce challenge, c'est logique. Donc la tempérance vous rappelle que pour restaurer une circulation des idées, une fois que vous avez rangé, il faut un petit peu réorganiser les choses. Par exemple, moi dans mon atelier physique, quand je suis obligée de contourner ma table, il y a plein de choses qui m'encombrent. Donc imaginez-vous ça dans votre tête et dites-vous que ces choses qui vous encombrent dans ce petit couloir de circulation, vous pouvez aussi les enlever. Faites circuler les idées avec réflexion et donnez la priorité à certaines choses et pas d'autres. C'est le seul moyen de pouvoir circuler logiquement dans votre atelier et de pouvoir bien y travailler. Et j'ai tiré Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, outre le fait que c'est un génie de la gravure et de la peinture, a beaucoup voyagé. Il a su mettre ensemble l'esprit italien et l'esprit germanique et créer des œuvres qui lui sont propres et qu'on peut presque dire avant-gardistes pour l'époque. En tout cas, il a réussi à lier toutes ces choses parce qu'il avait justement une bonne circulation des idées. Cette circulation des idées, chez Dürer, elle était motivée aussi par une grande connaissance des choses. Il a beaucoup voyagé, il s'intéressait à beaucoup de choses, et justement, si vous voulez correctement organiser votre atelier, je vous conseille d'aller voir des choses. Pas pour vous remplir encore plus de choses dans votre fouillis, mais plutôt de choisir une direction vers laquelle aller. Allez voir les choses et interrogez-vous d'abord sur les choses que vous n'aimez pas. Je sais que ça peut être bizarre, mais s'interroger sur les choses qu'on n'aime pas, c'est savoir ce qu'on aime. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas avec des tarots ou des oracles, pour une fois j'ai le temps d'en parler, c'est incroyable, vous pouvez tout simplement travailler par mots-clés. Pour la première question, par exemple, analyser l'encombrement, vous pouvez noter tout ce que vous pensez qui est trop encombrant dans votre atelier mental. Faites une liste de mots, laissez-la reposer et vous pourrez, je suis sûre, déjà limiter la moitié des mots le lendemain. Pour garder ce dont vous êtes fier, essayez de lister toutes les choses qui vous ont rendu fier dans votre création, dans vos créations précédentes. Tout ce qui est noté de l'autre côté, toutes les choses qui vous ont touché ou blessé, soit des choses qu'on vous a dites, soit des choses que vous mettez vous-même, des barrières personnelles à votre créativité. Et voyez quelle est la meilleure façon de balancer les deux choses, de retrouver un équilibre entre les deux choses. Et ne gardez que les choses dont vous êtes fier, vraiment fier, et toute la liste que vous avez écrite des choses mauvaises, vous regardez-la de temps en temps pour vous dire non, ça je peux l'éliminer, ça ne sert à rien. Alors bien sûr, cette méthode vous pouvez aussi l'utiliser si vous utilisez des tarots, parce que il y a quelqu'un qui l'a utilisé en doublon et ça l'a beaucoup aidé, donc c'est très bien. Il n'y a vraiment pas de... vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et dans la dernière question, réinstaurer la circulation des idées, vous pouvez vous faire, et d'ailleurs ça c'est quelque chose que vous pouvez faire même en travaillant avec les tarots, un mood board, alors en français, un tableau d'humeur, vous pouvez utiliser Pinterest. Voilà, Pinterest c'est un très bon site pour ça. Vous allez mettre de côté, mais classer correctement, des images qui vous plaisent. Par exemple, coucher de soleil, dauphin. Je rigole. Si vous aimez les dauphins et coucher de soleil, hein, vous pouvez trier dauphin et coucher de soleil, il n'y a pas de problème. Trier par thème ou par artiste, trier comme vous le sentez, des choses sur Pinterest, mettez-les de côté, mais surtout que ça soit organisé, que vous puissiez les retrouver facilement. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous servir plus tard, quand vous serez un petit peu relancé dans votre créativité.
N'hésitez pas à beaucoup regarder des choses, n'hésitez pas à vous inspirer mais sans copier, n'hésitez pas à vous remettre les choses en tête. Ça aussi, ça fait partie du rangement de votre atelier mental. En fait, l'atelier mental, il faut le voir comme un jardin où vont pousser des choses, c'est-à-dire que les choses poussent avec une certaine lenteur, donc sachez prendre le temps de relancer votre créativité. Sachez prendre le temps, parce que si vous voulez aller vite, ça ne marchera pas. Prenez le temps de tout reconstruire, de tout re-ranger, de tout réorganiser. Par contre, votre atelier physique peut être comme le mien, très bordélique. Moi, je m'y retrouve beaucoup mieux dans un atelier physique avec du bazar que dans un atelier très rangé. Si je le range, c'est là que je suis perdue. Par contre, mon atelier mental et mon Pinterest est très organisé. Parce que il faut que vos idées ne soient rangées par classées. Il faut que vous imaginiez en fait une sorte de musée plus qu'un atelier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, me les poser en privé si c'est plus intime. En tout cas, je vous souhaite un bon travail pour cette deuxième étape. Et puis, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera probablement sur YouTube, je ne sais pas encore. Et sinon, il y a le Stammtisch ésotérique de 18h à 19h. Lundi, on va parler du druidisme, de jadis à aujourd'hui, et voir un peu l'évolution du druidisme à travers les âges. Et ce qui a changé, ce qui est resté pareil, pas grand-chose. Mais voilà, on verra ça. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Mina, bienvenue sur l'Awen Creative Challenge. C'est la 3e étape de ce challenge. Pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube, vous venez de finir la 2e étape puisque je joins 2 étapes ensemble pour plus de facilité de publication. Donc veuillez m'excuser aussi pour le format vertical puisque comme le replay, ce sont des choses qui sont diffusées en priorité sur Instagram. Donc cet Awen Creative Challenge permet de travailler sur ces blocages en matière de créativité. Ce n'est pas une thérapie, je rappelle que nous ne sommes pas dans un cadre médical, que si vous suivez une thérapie, il faut continuer à le faire et que les tarots, les oracles ne sont pas une réponse. Je développerai ça dans une prochaine vidéo sur YouTube autour du travail de l'ombre qui est parfois mal compris et comme l'a souligné Fantôme sur Instagram dernièrement. Donc je reviendrai là-dessus. J'avais déjà plus ou moins expliqué au moment où je faisais l'Hécatéon Challenge au mois de novembre. Cette fois-ci on va faire quelque chose d'un peu plus conséquent sur cette question. Mais on va essayer d'être compréhensible aussi. Donc voilà pour le petit insert avant de commencer sur le Creative Challenge. Mes cartes sont derrière, je ne suis pas dans mon espace sacré de l'atelier qui est vraiment trop bordélique, qu'il faut vraiment que je range. Cette fois-ci je ne parle pas d'atelier mental mais de mon atelier physique. Et donc cette 3e étape concerne le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent aussi appelé le syndrome de l'autodidacte, même si je pense que ça ne touche absolument pas que les autodidactes et que des artistes confirmés peuvent être victimes, ou des artistes ou des créateurs confirmés peuvent être touchés par ce syndrome. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on doute de soi et au-delà, ça nous empêche de nous accomplir en tant que créateur dans ce cas-là, mais ça peut toucher d'autres formes de métiers, pas seulement les métiers créatifs bien entendu. On va toujours minimiser les mérites qui nous sont dus et toujours expliquer que ce n'est pas nous, c'est l'environnement ou attribuer en tout cas ce mérite à des choses extérieures. Et on ne se sent pas légitime en général dans la position dans laquelle on peut être. Donc ça peut être un vrai blocage pour certains et certains restent carrément bloqués avec l'impression que quoi qu'ils fassent, ça ne sert à rien puisque d'autres le font beaucoup mieux qu'eux ou qu'elles.
Donc dans cette étape 3, la première question, c'est qu'est-ce qui constitue mon doute et me freine? La question est donc de savoir le corps de mon doute, qu'est-ce qui fait mon doute, et du coup voir pourquoi ça me freine. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? Ah, notre amie la tempérance qui revient encore une fois, c'est magique, elle revient vraiment très souvent dans ces tirages de la One Creative Challenge, parce qu'elle tempère beaucoup de choses ici, elle tempère vous-même, c'est une auto-tempérance qui est une forme d'autocensure. Au lieu d'arroser votre terre, vous pensez que ce sont les autres qui l'arrosent et qui l'arrosent beaucoup mieux que vous. Donc vous regardez vers l'horizon quelque chose qui n'arrive pas, mais vous ne vous regardez pas vous-même. Ensuite, j'ai tiré Yves Klein, artiste très intéressant. Yves Klein, je ne sais pas si on le voit bien, ici il vole, enfin il s'envole, hein, pas il vole des choses, il vole. C'est le saut dans le vide, une œuvre qui date de 1960, elle est parue sous forme de photo, avec écrit en dessous, si je me souviens bien, le peintre de l'espace se jette dans le vide. Ça apparaît comme une vraie image, mais en fait c'est un photomontage. Yves Klein est quelqu'un qui est connu surtout pour sa couleur bleue, le bleu Klein, qui est un bleu très particulier. Et il faut le voir en vrai, là il ne rend absolument pas et n'est absolument pas proche de la vérité. Si vous avez l'occasion de voir le bleu Klein, vous vous en souviendrez longtemps, c'est presque un bleu fluo. Toujours est-il que dans la question qui nous occupe sur le doute qui freine, je dirais que c'est-à-dire qu'on a peur de se jeter dans le vide. Donc on fait des sortes de montages mentaux pour nous bloquer. Yves Klein, lui, fait un montage photographique. Quand il se jette dans le vide, on a vraiment l'impression qu'il fait une cascade. Et il faudrait que je vous montre en fait la vraie photo. Parce qu'il n'y a pas du tout c'est une rue derrière. Et donc c'est un montage. Et le montage que vous allez vous faire, c'est justement d'attribuer aux autres, à des choses extérieures, votre propre envol, ou votre non-envol, ou votre possibilité d'envol. Donc, je trouve que ça correspond bien dans ce sens-là, puisque vous avez l'impression de tricher quand vous êtes dans un syndrome de l'imposteur, et donc de faire une forme de montage, comme Yves Klein le fait dans le saut dans le vide. Et pour revenir à Yves Klein, il a aussi travaillé carrément sur le vide tout court, puisqu'une de ses expositions les plus célèbres, c'est Le Vide, une galerie entièrement vide. Donc, et pourtant, lui ne se posait pas la question d'être un imposteur. Et ça ne l'était pas. Il faut lire aussi les textes de Klein. Je vais peut-être pas vous développer tout Yves Klein aujourd'hui, mais voilà. Donc comment on exprime ça? Comment on exprime ce frein et comment on va comment ce frein fait que nous n'avançons pas dans notre créativité ou nous bloque quand on est déjà avancé mais qu'on a l'impression de patiner. Comment j'exprime cela? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est pas une carte super cool, c'est le retrait, l'isolement. C'est la reculade et le repli sur soi. On le voit avec cette grotte ici, on a l'impression qu'il faut aller sous la montagne et se cacher, et c'est ce que crée le doute, c'est qu'on n'a pas envie de montrer, on doute beaucoup de soi, et qu'on s'enferme en fait dans ce doute, et on s'enferme en fait dans nous-mêmes. L'avancée ne peut pas se faire comme ça. Donc c'est vraiment une question de distance à prendre avec soi, parce que au-dessus vous avez ce personnage qui regarde et vous avez l'impression que vous êtes à la fois scruté, mais pas scruté dans le bon sens, qu'on va vous dire que non, cette place n'est pas à vous. Donc c'est ce que implique le doute. Et on a William Blake qui est à poil. Pourquoi William Blake est-il à poil? William Blake, qui était très chrétien, peintre né au 18e, mort au 19e, figure de proue de l'art anglais de l'époque, chef druide aussi.
il faut le dire, parce qu'on l'oublie souvent, mais très chrétien. Et s'il se promène à poil sur cette carte, c'est que tout simplement, il est naturiste. Pourquoi tire-t-on William Blake, que je vous montre un peu plus près. William Blake a écrit beaucoup de textes, et notamment sur le doute. Et le texte que je retiendrai, c'est « Qui va doutant de ce qu'il voit ne croira en ce que tu fais, quoi que ce soit ». Donc je répète, « Qui va doutant de ce qu'il voit ne croira en ce que tu fais, quoi que ce soit ». C'est-à-dire que plus que tu doutes, et plus quelqu'un va douter de toi, ou plus tu as l'impression que quelqu'un doute de toi, moins tu avanceras. Et ça, c'est vraiment le problème, et c'est la façon dont on exprime cela. Lui, il va rajouter le soleil et lune, s'ils entraient jamais en doute, sortiraient de leur route. C'est-à-dire que le soleil et la lune doivent aussi douter pour continuer leur route. En fait, le doute qui vous habite devrait être plus un moteur qu'un doute de crispation sur vous-même. William Blake est un peintre visionnaire, on le classe dans les visionnaires, il dit que depuis l'enfance il a des visions, ce que je peux comprendre personnellement, voilà, connaissant plus ou moins cet effet aussi. Et lui, c'est beaucoup en faire un écrit biblique. À 4 ans, il dit qu'il a vu Dieu et ça l'a fait crier. Mais William Blake a fait du coup des peintures extraordinaires que je vous conseille de voir, mais aussi des poèmes et des textes. Et je pense que c'était vraiment un païen qui s'ignore. Et tous ces textes, pourtant, il a aussi créé une sorte de mythologie personnelle très intéressante, mais toujours rattaché au christianisme. Donc c'est vraiment une dichotomie dans son travail, le christianisme et son travail, et en même temps c'était quelqu'un d'hyper progressif. Il a lutté pour l'égalité homme-femme, il luttait aussi contre l'esclavagisme qui avait encore cours à la fin du 18e, et toutes ces questions aussi de droits humains. Donc c'est quelqu'un d'à la fois très progressiste et de très coincé, un peu comme Tolkien d'ailleurs, et qui a aussi créé une mythologie. Alors voilà, ce sont deux personnages anglais un peu excentriques et assez fabuleux à connaître. Et donc soyez un peu comme William Blake, promenez-vous à poil sous le soleil, mais surtout libérez-vous un peu du doute. Il faut dépasser ce doute pour aller vers votre propre vision. C'est votre vision et votre instinct qui doit primer. Si vous avez envie de réaliser quelque chose, faites-le. Faites votre William Blake. Alors, on va aller à la troisième question que je lis, parce que comme d'hab, je l'ai oublié. Me débarrasser du regard des autres. Comment se débarrasser du regard des autres? Celui donc qui nous fait douter ou qu'on pense qu'il est le mal incarné. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est pas cool non plus. Parce que le 10 d'épée, c'est mettre fin à un cycle. C'est en général un cycle de souffrance. Et justement, quand on est dans ce syndrome d'imposteur, et s'il est plus ou moins fort, c'est vraiment un cycle de souffrance parce qu'on n'arrive pas à se réaliser. On ne se réalise qu'en pensant qu'on est une merde ou que ça ne marchera pas. Donc il faut réussir à sortir de ce cycle. Cette carte vous invite à le faire et à être comme le taureau. Vous commencez à briser le mur, à avancer. Ça ne se fera pas rapidement. C'est un nouveau cycle qui doit commencer, mais toujours avec ce personnage un peu ange gardien qui peut être aussi votre conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut laisser libre cours à votre conscience et mettre de côté des choses. Et on a Damien Hirst. Alors Damien Hirst est un artiste d'art contemporain. Il a derrière lui une grande carrière de provocation. Moi je dirais que ça me rappelle en fait dans le cadre de cette question, se débarrasser du regard des autres, un travail qu'il a fait qui s'appelle A Thousand Years, qui est en fait deux boîtes en plexi. Dans l'une il y a une tête de vache coupée avec une lampe, et de l'autre côté, c'est relié par un petit tube, si je me souviens bien, de l'autre côté il y a des vers. Les vers peuvent aller manger la vache, la tête de vache, mais ils sont électrocutés presque immédiatement. J'ai ma lampe qui s'est éteinte. Presque immédiatement par la lampe.
Donc c'est assez horrible, mais il est assez connu pour ces choses de provocation. Donc que nous dit William Blake? Déjà que c'est un cycle et qu'on peut briser le cycle, que c'est un recommencement. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme tirer Damien Hirst, en fait c'est un peu comme tirer la carte de la mort. Alors, il faut savoir qu'en 2019, il a déclaré qu'il s'était un homme changé, qui s'est remis à la peinture. Il a un peu abandonné ses installations souvent très provocantes. On se souvient des vaches coupées en deux, par exemple, ça c'est lui. Si vous avez déjà vu ça, des vaches coupées en deux dans le sens de la longueur. Le requin, qui est très connu, mais d'autres, il y avait une installation avec des papillons, des choses comme ça. Là, il s'est remis à la peinture, donc à quelque chose de où il a moins de besoin d'assistants et quelque chose de plus sur lui-même. Donc, soyez comme Damien Hirst, sachez évoluer, mais peut-être que pour vous bouger un peu le cul, façon de parler, peut-être qu'il faut un peu attaquer le problème chez vous, par une forme de dépassement de vous-même et de petites provocations à vous-même, sans non plus vous mettre la pression. On n'est pas dans un cours, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de prof, mais essayez de vous lancer des défis. Le défi du jour dans ce défi de l'imposteur, ça sera de faire un dessin rapide, en fermant les yeux, en couleur, et de le publier sur Instagram, et d'en être fier, et de lui trouver les qualités, toutes les qualités possibles. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez donc publier ce dessin. Si vous êtes timide, vous pouvez toujours me le publier à moi, mais trouvez-lui des qualités. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Ça sera samedi, et donc il y aura une vidéo sur le shadow work, le travail de l'ombre. À très bientôt.